nutrition, coaching sur mesure. Le troisième âge à la loupe. Quand vieillir n'est plus un fardeau. Bonjour et bienvenue dans votre émission Troisième âge à la loupe. Aujourd'hui, nous explorons l'importance des interactions intergénérationnelles et leur impact sur la cohésion sociale, le poids démographique croissant que représentent les personnes âgées dans des sociétés industrialisées et les bouleversements économiques et culturels que cela a entraîné ces dernières années dans les représentations sociales et les soins et services aux personnes âgées soulèvent la spécificité de la signification et des pratiques de la solidarité familiale et sociale qu'induisent les liens intergénérationnels dans nos sociétés. Vous l'avez compris, nous parlons participation sociale et intergénérationnelle. C'est le thème qui nous réunit ce vendredi 7 février. Comme vous le savez déjà, j'anime cette émission avec mon confrère de la Nouvelle Tribune, Amel Toyon. Bonjour Amel. Bonjour Dame Ginette, bonjour mon nom Armel. Bonjour Madame Monsieur. Alors les questions se rapportant à la dimension sociale de l'âge biologique et la construction collective et temporelle des générations relance avec pertinence le débat à propos de l'intégration sociale des personnes âgées énoncée dans la politique de santé du bien-être du gouvernement du Bénin. Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Armel Betegbo, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Vous êtes sociologue et président de l'ONG l'IRED Bénin et directeur général du cabinet SBMS. Déjà, définissez-nous un peu l'IRED Bénin et ce que ça fait. Merci beaucoup, cher monsieur le journaliste. Bonsoir, chère madame la journaliste. Bonsoir, monsieur Armel Betegbo. Et vous avez, comme vous le dites déjà, l'honneur à Armel Betegbo, socio-anthropologue de formation, oui, président de l'ONG l'IRED Bénin, qui veut dire en définition laboratoire des élèves et étudiants responsables pour le développement durable du Bénin. Okay. Au sein de cette organisation, nous intervenons dans 4 domaines spécifiques, à savoir le social, l'environnement, l'hygiène et santé alimentaire, l'entrepreneuriat durable des jeunes, et des femmes et des personnes handicapées, Et également, pour finir, l'éducation civique et le leadership. C'est un peu ça. Donc, on ne s'est pas trompé d'adresse en termes de personnes ressources pour parler de ce thème. Pas du tout. Donc, la thématique, comme vous l'avez constaté, c'est la participation sociale intergénérationnelle. Le décor ainsi planté, je vous demande de prendre une bonne position d'écoute. On va revenir en studio après ceci. Merci. Voilà le décor totalement planté. Nous sommes de retour en studio avec notre invité, M. Amel Betegbo. Il est socio-anthropologue, président de l'ONG l'IRED Bénin, directeur général du cabinet SBMS. La vieillesse n'est pas une étape de la vie, c'est un état d'esprit, dira-t-on. Et les personnes du troisième âge constituent pour la jeunesse des références, les témoins de l'histoire, l'ancienne corde au bout de laquelle il est impératif de tisser la nouvelle. Comme vous l'avez si bien noté au début de cette émission, le thème autour duquel nous discutons cet après-midi, c'est bien sûr participation sociale et intergénérationnelle. Alors, monsieur Armel, en tant que sociologue, vous allez nous éclairer sur cette dynamique et sur les dynamiques qui sous-tendent cette thématique. Déjà, comment définiriez-vous la participation sociale et intergénérationnelle dans la société moderne? Alors, merci encore, cher monsieur le journaliste, chère dame la journaliste. Quand on parle de la dynamique sociale dans la modernisation, il faut dire en réalité que le social, d'abord parlons de ça, et c'est l'implication des individus de façon active
dans une communauté, que tu sois dans une structure, dans un domaine professionnel, et l'interaction de ceux-ci avec l'ancienne génération, c'est-à-dire des personnes âgées, qui pourront en réalité faire parvenir maintenant à la cohésion, à l'interaction, qui vont amener en réalité ceux-ci à contribuer à un développement dont on souhaiterait tous en unissant ou en convergeant des efforts dans un domaine donné ou dans un milieu donné. Alors, j'ai bien envie de vous demander, vous avez parlé d'interaction, vous avez parlé d'implication, et on se demande qui sont ceux-là à même de participer, de permettre cette interaction-là dont vous parlez. Quand on prend par exemple notre pays, ou bien quand on prend la commune d'Abomey-Calavi-Toukou, est-ce que les autorités locales pourraient travailler à permettre ces interactions-là dont vous parlez? Oui, comme on le dit, quand on parle d'individus ici en sociologie, ça n'a pas de différence. L'individu en réalité implique toute personne de tout domaine donné, que ce soit politique, que ce soit commerçant, que ce soit agriculteur, qui que tu sois, tu es en même de contribuer, de s'impliquer en réalité en ce qu'on appelle l'interaction sociale. Et l'interaction sociale ici, comme nous sommes en train de le dire, ça prend en compte tous ces paliers dont je viens de citer préalablement. Il n'y a personne qui se met au bord de la voie, tout le monde est dedans. Tout le monde y sont compris. Alors ici, sous notre ère, est-ce qu'on peut parler de fracture sociale ou je ne sais pas? De fracture sociale, évidemment. Fracture générationnelle, j'allais dire. Fracture générationnelle, évidemment, on peut parler de ça. Parce que d'abord aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que avec l'avènement de la technologie et également la digitalisation, nous avons beaucoup de choses que nous observons et qui changent en réalité nos habitudes, nos valeurs sociales et notre perception, la vision des choses. Alors que, en ce faisant, ça essaie de séquencer, c'est-à-dire ça divise en réalité les choses. Du coup, il n'y a plus une communion entre des personnes âgées et la nouvelle génération que nous constituons. Et si j'accepte qu'il y a une fraction dans les relations, c'est dire que quand nous prenons la société aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons une manière de voir les choses de façon différente par rapport aux personnes âgées. Alors que ceux-ci, entre-temps, qui n'avaient pas la possibilité d'utiliser des téléphones portables, qui n'ont pas la possibilité de vivre dans des milieux dont nous avons aujourd'hui l'habitude de vivre, ceux-ci voient en réalité différemment la chose. Ce qui fait que du côté des personnes âgées, il y a une observation particulière, et aussi du niveau des jeunes, c'est-à-dire notre génération, il y a aussi une observation et une vision particulière des choses. Donc vous voyez, la fraction s'explique à ce niveau en fait. Vous croyez que c'est l'apanage de notre génération ou bien ça a toujours été comme ça? C'est en fait le milieu, c'est-à-dire la perception que nous avons et également la croyance que nous percevons à travers ces outils dont je viens de citer, à travers les téléphones portables, la technologie en général. Tout ça là font en réalité qu'il y a une différence. Alors que quand vous prenez le temps de nos aïeux, c'est-à-dire des personnes âgées que nous voyons aujourd'hui, ils ont une autre vie. Ils adoptent d'autres perceptions, ils ont d'autres visions des choses, d'autres croyances des choses. Alors qu'aujourd'hui, la croyance que nous avons des choses est totalement différente par rapport à ce que ceux-ci ont. Pour résumer, c'est la question, cette fraction des choses ne dépend pas totalement de la jeunesse, mais plutôt le milieu et également l'évolution, le développement de la technologie, et le développement des manières de faire différentes des choses. Par exemple, quand vous prenez les réseaux sociaux aujourd'hui,
quelqu'un qui est en France, prenons l'exemple, la manière de vivre de celui-là n'est pas comparable à celle dont nos aïeux ou les personnes âgées dont nous sommes en train de parler ont l'habitude de vivre. Mais ce jeune-là qui s'est imprégné de cette technologie va copier en réalité cette manière de faire des autres et va commencer par l'appliquer dans son milieu qui n'était pas d'alors la même. Et donc ça génère en réalité une différence dans des comportements, dans des relations, dans des manières de faire. Et vous voyez, donc c'est un peu en réalité ce dont il s'agit. Alors, quand on prend un jeune de Cotonou et un autre peut-être du village, la manière de se comporter avec les personnes âgées n'est pas la même. Ce ne sera jamais la même. Pourquoi? Ce ne sera pas la même parce que la manière de vivre, c'est-à-dire le comportement, les interactions ne seront pas la même. Parce que celui-ci, quand on va faire venir une personne âgée à Cotonou, il va percevoir les choses, c'est-à-dire les manières de vivre de façon différente. Alors que ce jeune-là qui est déjà à Cotonou ici, lui, par exemple, il sait que quand il se lève le matin, il doit se brosser les dents, il doit prendre du thé. Et après quelques temps, ou 10 heures, 11 heures comme ça, il va manger quelque chose qui sera un peu léger. Alors que ce vieux qui a l'habitude de vivre dans un milieu reculé, qui déjà à 8 heures demande déjà qu'on lui chauffe la pâte recyclée, vous voyez, il y a un peu de différence. Il y a un peu de différence. Il y aura vraiment il n'y aura pas de comparaison, il n'y aura pas de socialisation en réalité dans la manière de faire. Donc ce qui va dégénérer en maintenant des différences. Et ça va faire maintenant isoler maintenant ce dernier. Ouais. Alors, par exemple, quand on va à Porto-Novo n'est pas un village, mais vous voyez certains jeunes en voulant saluer une personne âgée se couchent totalement par terre, alors qu'à Cotonou, à Bomé-Calavi, les gens ont du mal, ne serait-ce qu'à baisser un peu la tête. Pourtant, c'est la même génération qui a goûté à la même technologie et peut-être pas les mêmes éducations. Donc, moi, je veux comprendre les raisons pour lesquelles dans certains coins, les gens ont une appropriation, s'approprient le respect, l'éducation d'une autre façon, alors que dans la même sphère, dans le même pays, d'autres font autre chose qui laisse à penser qu'ils n'ont peut-être pas reçu une bonne éducation ou qu'ils ont du mal à s'impliquer dans la société réellement. Vous voyez, on dit bien, quand on prend l'exemple d'un poisson et d'une poule, et que à un moment donné, on essaie d'intervertir les positions, vous voyez qu'il y aura un résultat il y aura une réaction là. Et cette réaction va en réalité expliquer quelque chose de très profond. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La culture que nous portons, c'est-à-dire notre identité, définit certaines manières de voir certaines choses. Et ça permet même, ça amène parfois même des gens à être lents dans l'acquisition de certains savoirs. Quelqu'un qui est de Porto-Novo, la culture est différente. Son éducation n'est pas la même que celui qui vit à Cotonou ou celui qui vit à Parakou. Ce qui voudra dire que si celui-ci, par exemple, a une manière différente de pouvoir collaborer avec les aïeux, ça dépend en réalité de son origine, ça dépend en réalité de sa formation. On dit bien en sociologie, il y a la socialisation, c'est-à-dire il y a une socialisation secondaire, il y a la socialisation primaire aussi. La socialisation primaire, tout part déjà du bas âge, c'est-à-dire de la famille, c'est-à-dire la fondation. Déjà que l'enfant est dans le ventre de sa maman, il commence par être inculqué par certains savoirs. Et quand il est né maintenant, c'est encore autre chose. Il commence par développer, il commence par s'habituer à des réalités naturelles qui tournent autour de lui. Donc, si celui-ci
a vécu dans un milieu où le respect se constate, s'identifie par le coucher quand il veut saluer quelqu'un. Il n'y a pas cela qui pouvait être importé
quand je suis en train d'appliquer ce qu'il me dit, les résultats, à un moment donné, moi-même je vois et je constate que et qui creuse davantage l'écart entre les générations. Et à part les nouvelles technologies, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que les nouvelles technologies, par exemple, dans notre pays, on les a appropriées il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, avant les nouvelles technologies, qu'est-ce qui creusait l'écart entre les générations? Bon, je pouvais parler aussi de la mobilité. Également le vieillissement qui pouvait être intense. Si dans une communauté, il y a plus de vieux ou que les jeunes ne sont pas trop, ne s'adaptent pas trop, ne comprennent pas trop les vieux ou les personnes les plus âgées, il y aura encore un peu de problème là. Il y a un peu de difficulté parce que si déjà un jeune qui a certains moments trouve des difficultés, parce que vous savez, si vous n'avez pas l'habitude de vivre avec des personnes les plus âgées que vous, et qu'on vous amène vers ces personnes-là, vous aurez tant de problèmes, vous aurez tant de difficultés à vivre avec eux parce qu'ils ont parfois certaines manières de voir les choses, certaines manières de parler qui peut ne pas vous permettre de rester avec eux. Parce que toi, tu peux dire de façon bas, un vieux, quelqu'un qui est plus âgé, peut crier sur toi. Un jeune qui, dans ce milieu ou dans cette relation, ne peut pas accepter. La jeunesse, vous savez, c'est de la vigueur, c'est de l'énergie. Et parfois, l'égoïsme aussi domine la jeunesse. En ce moment où tu te présentes dans cette relation, il te sera difficile de vivre avec une personne plus âgée que toi. Voilà qu'on est dans une société qui fait la promotion de cette intergénération-là. De plus en plus, les gens voudraient que les jeunes s'approchent des personnes âgées afin d'avoir d'elles tout ce qu'elles ont pu emmagasiner le long de leur vie. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet état de choses? Voilà, et madame la journaliste, vous êtes en train de venir sur un point capital que nous traitons au sein de notre ONG. Pas. Il faudrait que, en tant que journaliste que vous êtes, et moi, Armel Betebou, qui suis là, et le monsieur qui est là, nous sommes en réalité tous impliqués. Nous devons être tous impliqués. Nous sommes tous en mesure et obligés de donner la main parce que il le faut. Si déjà nous sommes conscients que c'est un problème, il faut que chacun à son niveau réfléchisse pour voir qu'est-ce qu'il faut créer. Est-ce qu'il faut en réalité créer un groupe qui va permettre que, à un moment donné, les personnes âgées puissent avoir un temps pour pouvoir communiquer, pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, tout est possible. Avec la technologie que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est vrai, les personnes âgées, à un moment donné, ne maîtrisent pas. Mais on n'est pas né avec quelque chose. Avec le temps. Portable dans la main, ils ne savent pas comment. C'est vrai aussi ce qu'il dit. Il y a des gens qui. J'avais un ami par exemple qui via l'extérieur qui a acheté un iPhone de dernière génération à sa mère, mais la dame dit non. Surtout quand c'est trop cher, je ne vais pas l'utiliser. Ouais. Donc déjà à travers cela, le téléphone simplement, on peut même commencer par corriger cela.
Donc, si je vous suis, je ne vous coupe pas, hein, Oui. ces interactions entre les jeunes et les plus âgés, quel est l'apport, quel est le bénéfice que ça peut apporter, aux vieux? Voilà. Parce que ceux-là, on peut dire que le soleil est couchant. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Bon, c'est en réalité pour moi un objet qui pourra en réalité rallier, c'est-à-dire attiser de plus le lien qui va exister entre le jeune et la personne plus âgée que lui qui est là. Ça peut être un objet, ça peut creuser davantage l'écart parce que si un homme achète un téléphone à son père, il se dira je peux le joindre à tout moment si je veux et donc je ne suis plus obligé de venir vers lui. Alors que la sensibilisation c'est beaucoup plus pour que l'on en finisse avec l'isolement, l'abandon des personnes âgées qu'on laisse au bord de la route en se disant elles ont fini leur temps. Mais madame, laissez-moi. En tant que jeune, aujourd'hui surtout, j'ai parlé de la mobilité. Si je parlais de la mobilité, c'est sur ce point que je voudrais arriver, mais vous êtes déjà là, je vais y aller rapidement. Ne sommes pas appelés à rester totalement à côté de nos tuteurs ou de nos tutrices quand ils sont plus âgés, quand ils sont à une période où ils ne sont pas en mesure de pouvoir faire certaines choses, de pouvoir se déplacer. Mais avec le téléphone portable, si mon vieux a besoin de moi, même si je suis en train de j'ai mon lieu de travail à Cotonou et que mon vieux est à Bopa par exemple, il peut me téléphoner. Mais si le téléphone n'est pas avec lui, comment il pourra le faire? Donc ça, en réalité, va constituer en réalité un moyen qui va nous permettre de mieux vivre, de pouvoir mieux appréhender les choses. Vous voyez? Donc, le simple fait, le fait que le téléphone est là, déjà, quand on dit, quand on va parler, bon, le principe des réalités, de l'existence des choses, il y a la principe que nous appelons principe de dualité. Bon, en toute chose, il y a toujours des cas, comme on le dit souvent. Le téléphone a un côté bon, il y a aussi le côté mauvais. Mais le côté le plus meilleur, c'est ça on doit normalement chercher. Ce qui va isoler les jeunes de leurs tuteurs vieux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, tout ça là, on peut l'abandonner. Mais je voudrais vous dire que quand vous êtes appelé à être responsable et que vous savez que vous êtes aussi un homme mourant et qui a aussi la possibilité d'arriver à ce niveau dont votre vieux est aujourd'hui, vous ne pouvez pas en réalité adopter certains comportements d'isolement. Donc, en réalité, ou en bref, il faut dire que nous avons besoin de sensibilisation sur cet aspect-là. Nous avons besoin de sensibilisation. Nous devons appeler en tant que jeunes, nous devons nous conscientiser, nous devons nous donner ce rôle-là, cet objectif-là. Parce que, tôt ou tard, nous sommes tous appelés à devenir vieux ou à devenir vieilles. Tout à fait. Les conclusions, est-ce que vous avez, en tant que sociologue scientifique, donc, vous avez des chiffres récents, des statistiques qui prouvent l'impact de cette relation sur la cohésion sociale entre les jeunes et les vieux? Est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent que bon, l'intergénérationnalité, ça a un impact vraiment sur la cohésion sociale? Bon, jusque-là, les recherches que nous avons eu à faire ou les documentations que nous avons eu à faire ne nous ont pas encore éclairé de façon précise du chiffre. Mais il faut dire que le taux varie d'un milieu à un autre. Okay. Si nous prenons le cas de Porto-Novo, par exemple. Porto-Novo tient particulièrement à cœur, on dirait. On dirait vraiment. Et ce sera peut-être à 50% ou à 20%. Comme là-bas, il y a plus du respect, où il faut quand même se rabaisser pour s'allier. La collaboration. Je pense que la dame Juliette donnerait un exemple simplement comme ça. Hein. Justement. Je pourrais parler par exemple des Tchadbais ou bien quand vous allez au nord,
j'ai eu la chance à la fin de l'année d'aller par exemple à Basila où pour saluer une grande personne, c'est tout un cérémonial. Il faut s'agenouiller. C'est vrai. Non, mais Toute la partie Nago, c'est un peu ça. Donc, elle donnait juste un exemple. non, juste un exemple qui m'a vraiment Attirer l'attention. oui, parce que quand je dis ce n'est pas que s'agenouiller, je dis se coucher de tout son corps, de tout le long de son corps. Ces gens, la personne est carrément couchée par terre. À Porto-Novo? Oui. Je n'ai pas encore vu ça à Porto-Novo. Mais ce que j'ai vu, ce que moi j'ai vu, c'est au nord. Au niveau, lors de la célébration de la Gani, par exemple, vous allez là-bas pour saluer, je crois, l'empereur, que tu sois haute autorité, directeur, ministre de je ne sais même pas quoi, quel gouvernement. Je pense que pour saluer l'empereur, je pense qu'on s'agenouille carrément. Et puis bon, c'est connu de tous là-bas. C'est à la Gani, moi j'ai eu la chance de voir ça. Non, chaque milieu avec ses réalités. Avec ses réalités, oui. Avec ses réalités. Donc le fait de se coucher pour saluer quelqu'un chez les Tchabais ou chez les Porte-Noviens, les Nagos, tout ça là, c'est ça qui exprime le respect. Mais par contre, quand nous allons dans d'autres contrées, vous allez voir, ça c'est à travers le langage. Oui. Le vouvoiement. Si, par exemple, vous allez dans une communauté de Sakwe et que vous dites, toi, à ton mari, en tant que femme, tu n'es pas respectueuse. On te traitera d'irrespectueuse. Alors que dans d'autres contrées, quand nous prenons la ville, par exemple, la Cotonou, par exemple, si tu dis toi, tu à ton mari, ça pour vous, ce n'est rien. C'est naturel. C'est naturel. Alors que c'est différent dans d'autres contrées. Donc, c'est des réalités que nous devons analyser ou nous devons appréhender, voilà, selon leur milieu. Alors, selon vous, comment les jeunes doivent faire? Parce que l'important aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir avoir ces valeurs-là que les personnes âgées ont pu emmagasiner tout le temps. C'est pouvoir avoir ces secrets-là. On dit souvent qu'un vieillard est comme une bibliothèque. Il dispose de savoir, il a de ses conseils, il a de ses astuces, il a emmagasiné des expériences de vie que le jeune n'a pas. Il est à même de trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Comment on a parlé de nouvelles technologies qui servent d'obstacles, mais comment, même avec ces obstacles-là, les jeunes peuvent tisser les relations avec les personnes âgées pour pouvoir hériter de ces secrets dont elles disposent. Merci beaucoup, madame la journaliste, encore. Et vous savez, le phénomène de la culturation, où ce phénomène qui nous contraint à être en collaboration avec d'autres pays ou d'autres régions qui ont des réalités différentes aux nôtres, une réalité qui contribue parfois aux difficultés, aux problèmes que nous avons souvent dans nos milieux. Mais on ne peut pas vivre en vase clos, selon le principe de développement. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il faut faire réellement quand vous êtes en train de le vouloir ou quand nous sommes en train de le décider? Seule la sensibilisation peut tout régler, madame. Déjà, quand nous savons que nous avons un problème, le problème est d'abord à moitié solutionné. Aujourd'hui, nous savons que vivre avec des personnes âgées a une importance extrêmement capitale pour nous si nous voulons vraiment réussir. Il faut que à chaque niveau ce message-là soit relayé, que ce soit dans nos communications avec nos enfants, que ce soit dans nos milieux de travail, dans nos groupes. Qu'à un moment donné où il y a des pauses qu'on essaie en réalité de changer avec les uns et les autres sur cet aspect-là. Parce que la collaboration avec les personnes âgées peut régler un problème qu'un milliard peut régler ou un problème que nous pouvons régler dans un an. À une fraction de temps,
un vieillard peut régler un problème qu'on ne peut même pas payer et qui peut même prendre une vie. Donc, il est très important que nous puissions, dès lors que nous sommes informés, que nous sommes conscients que c'est un problème vraiment crucial, il faut qu'on en parle, qu'on n'en fasse pas, c'est-à-dire qu'on n'en ait pas d'économie, qu'on en dit plus, que ce soit avec nos maris, que ce soit avec nous, qu'on essaie en réalité d'inculquer cela de toutes les manières possibles. Est-ce qu'en tant que socio-anthropologue, vous aussi, vous militez pour la construction des maisons de retraite, des hospices pour personnes âgées? Évidemment, ce problème-là est un problème qui est réfléchi par tous, parce que le moment de retraite est un moment où chacun doit normalement se référer à chaque moment. Non, où les maisons de retraite. Ces résidences censées accueillir les personnes de troisième âge oui. qui n'ont plus peut-être personne. Oui. Voilà. Il y a certains qui militent actuellement pour Il y en a déjà au Bénin, non? Pas encore. Non. Pas encore, ok. Il y a certains qui militent pour la construction de ces types de maisons pour accueillir les personnes âgées. C'est-à-dire, lorsqu'un... mon père, par exemple, est âgé, au lieu d'être... dans sa maison, oui, ou à côté de ses enfants et tout ça. On l'amène dans une maison spécialisée. Pour l'accueillir, Est-ce que vous pensez que pour les normes sociales pour lesquelles nous sensibilisons, créer ces genres de maisons est idéal? Vous savez, c'est un problème vraiment crucial. Et quelqu'un qui pense à la création d'une telle maison, pour lui, c'est une manière de régler un problème qui est constaté. Mais cela n'est pas encore la solution. Ce n'est pas encore la solution. Il faut en réalité dire qu'il est en train de contribuer au règlement d'un problème. Pour en créer un autre. Selon vous, quel est le problème que les maisons peuvent créer au Bénin? Au Bénin, si vous pensez que éloigner de vous votre père qui est vieux est pour vous une manière de mieux vivre, je pense que ça peut créer tant de problèmes à la longue. Imaginez un instant, vous êtes dans votre maison et à minuit comme ça, votre enfant commence pas à crier. Il commence pas à crier. En tant que jeune, vous n'avez pas une connaissance d'une telle manifestation. Mais si votre vieux était à côté de vous, il entend cela, il peut déjà imaginer des choses. Il peut déjà commencer par réfléchir à des choses. Si vous approchez de lui automatiquement, il peut vous donner des instructions. Vas-y, prends ci, vas-y, prends ça, et fais ci, fais ça. Et comme ça, ça peut automatiquement régler le problème. Si celui-ci était isolé, il était envoyé dans une maison de retraités, je pense que il n'aura pas la possibilité de vous trouver une solution à ce moment. Et là, l'irréparable pouvait être fait. L'enfant pouvait partir ou vous pouvez l'amener à un hôpital qui va vous faire dépenser énormément. Alors, selon vous, avez-vous déjà des exemples d'initiatives réussies qui favorisent la transmission de savoir entre générations? Des initiatives qui ont déjà réussi ça? Vous avez des exemples? Si je prends par exemple ma communauté Sahwe. Ah, de Sahwe. Je suis Sahwe. Ah, d'accord. Si de Bopa, précisément la région de Bakouji. Si je prends par exemple chez nous, notre collaboration, notre manière de faire, c'est tout simple. Okay. Vous avez une personne âgée chez vous, vous n'avez pas à l'isoler de vous. Pourquoi on met au monde des enfants? C'est pour qu'en son temps où on en aura besoin, ils puissent quand même nous venir à l'aide. Si vous êtes vieux et qu'on sait que... Ça, c'est l'idéologie typiquement africaine, ça. Voilà, c'est ça. C'est que vous n'êtes plus en mesure de faire quoi que ce soit. Manger, vous ne pouvez plus seul, vous ne pouvez plus préparer. Se lever pour faire vos besoins, vous ne pouvez plus seul. Vous avez besoin en ce moment de l'aide. Il faudrait en réalité qu'on amène
que ce soit votre dernière fille ou une de vôtres, ou soit ils vont carrément faire un plan, c'est-à-dire un programme où ça va être inter-échange entre eux. Si Kwesiba vient aujourd'hui, la prochaine semaine, ce sera... On fait un relais. Relais, rotation. Ok. Ce sera à Siba. Donc, c'est un système qui permet en réalité de sauvegarder ce lien-là entre les personnes âgées et la jeunesse. Donc l'Afrique avait déjà résolu la question des besoins de retraite depuis longtemps, Madame Ginette. Le problème était déjà résolu. Le problème n'existait pas en tant que tel. C'est l'intervention de la technologie et le fait que la mobilité aujourd'hui est fluide. C'est ça qui fait que nous avons de plus en plus ce problème-là qui existe. Par exemple, votre enfant a voyagé. Il est parti en Europe, il a fait 2 ans, 3 ans. Le mode de vie de l'Europe n'est plus comparable à celui de l'Afrique. Donc il faudrait en réalité que nous essayions de ramener ces manières de faire là chez nous ici. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce problème-là se développe encore de plus en plus. Et donc, nous devons appeler les uns et les autres et leur dire en réalité que nous avons une réalité particulière aux autres. Ce n'est pas toute chose qui est copiable. Il ne faut pas faire copier-coller à toute chose. Ça engendre d'énormes problèmes, d'énormes difficultés, d'énormes conséquences. Donc, il faudrait que chacun prenne conscience de cela. Ça m'amène à vous poser une autre question. Oui. Quelle est la stratégie qu'il faut désormais adopter dans ce contexte pour régler le problème? Puisqu'il y a quand même un problème. Les personnes âgées sous nos cieux, on a tendance à les mettre de côté. Oui. C'est la vieille génération. Nous, on est jeunes. Et on voit que parfois, elles sont marginalisées, elles sont seules, elles sont de dépression, d'anxiété, beaucoup de Justement. maux. Et quelle est la stratégie à mettre sur pied pour régler ce problème, selon vous, en tant que spécialiste, sociologue, anthropologue? En tant que sociologue, il faudrait d'abord commencer par la socialisation. Déjà, quand vous avez votre famille, vous avez fondé votre couple, votre foyer, essayez parfois d'avoir un moment d'échange, un moment de communication. Si, entre-temps, vous avez un programme d'échange de communication dans votre foyer, et cela permet à tout enfant d'être attentif, d'être à l'écoute, d'avoir des leçons, de tirer des leçons et de faire comme le souhaitent ces leçons, je pense que le problème déjà va être petitement résoudre. Donc, déjà quand vous avez cette initiative dans votre couple, dans votre foyer, je pense que à la longue, même si vous êtes vieux et que vous avez votre enfant à l'extérieur, se déplacer pour venir vous voir ne lui posera plus de problème. Peu importe combien ça va lui coûter, à tel moment, je dois avoir des réunions avec ma famille. Même si il faut que ça soit une réunion qui va être faite sous vidéoconférence ou Zoom, il va obligatoirement décider de le faire. Parce que c'était quelque chose qui était déjà initié. C'était déjà quelque chose qui est là. Et qui est entré dans ses habitudes. Qui est entré dans ses habitudes. Donc c'est un peu ça. Donc on ne peut pas de jour à un autre se lever seulement et régler ce problème-là. Ce sera un problème qui va être résolu de façon initiale, de façon originelle. Donc c'est un peu ça. Cette émission tire déjà à sa fin. Monsieur Amel Betebou, est-ce que vous avez un mot de fin? Si j'ai un mot de fin, c'est ça, que pour dire merci d'abord à la radio Afrique Santé, parce que ce que vous faites, c'est déjà quelque chose de vraiment louable qui pourra contribuer à la résolution de beaucoup de problèmes. À la suite de ça, je voudrais appeler notre génération à une prise de conscience, parce qu'il n'y a pas un vent favorable à celui qui ne sait là où il va, comme on le dit souvent. Une fois que tu es avec ton père, tu as une collaboration avec lui, je pense qu'il pourra te tracer un chemin qui sera plus efficace que ce que tu penses que quelqu'un d'autre pourra t'enseigner. Donc, madame la journaliste, pour ne pas tergiverser,
Je pense que là, ça va bien. Et aussi, je voudrais nous appeler à une initiative très, très louable. Et avec nos téléphones portables aujourd'hui, comme je le disais dès le début, nous pouvons faire beaucoup de choses à la fois. Vous avez votre famille qui est déjà là, où les membres ne sont pas tous au même lieu, dans une même maison. Vous pouvez déjà, à partir de votre téléphone, créer un groupe qui va faire associer ces vieux-là. Même s'ils n'ont pas la possibilité de l'utiliser, un enfant doit être forcément dans la maison qui va être en mesure de l'utiliser. Cet enfant, en son temps où il aura une réunion familiale en ligne, va aider ce vieux-là à pouvoir communiquer. C'est-à-dire, il pourra l'activer, le micro, et le vieux sera en train de parler. En parlant, il va faire passer un message qui va quand même toucher beaucoup de nombres à la fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. On dit que l'union fait la force et la question de la solidarité intergénérationnelle n'y fait certainement pas exception. Grâce à une bonne collaboration entre les jeunes et les personnes âgées, de multiples avantages peuvent être observés, et ce à plusieurs niveaux. Bienfaits pour l'autonomie et la santé des aînés, épanouissement personnel, partage d'expériences entre les différentes tranches d'âge, apprentissage pour les jeunes et solutions à divers enjeux de société ne sont que quelques exemples de nombreux bénéfices pouvant être associés à une bonne solidarité entre les générations. Alors, ce sera donc tout pour cette émission. Merci à notre invité Armel Betekbour pour nous avoir entretenus durant ces plusieurs minutes. Merci et bon week-end à tous et à vendredi prochain. Derrière la baie vitrée pour nous accompagner cet après-midi, il a nom Francis Ibikonle. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission 3e âge à la loupe. À bientôt.